Comment évoluent les prix de l'immobilier? Comment évoluent les taux d'intérêt? Les conditions de crédit ont-elles changé? Politique du logement, beaucoup de nouveautés, notamment sur le marché, reprise de l'activité ou attentisme. On va voir clair. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo pour parler de l'activité du marché immobilier, très complémentaire, à la fois les crédits, mais également les transactions, l'évolution des prix. C'est ce qu'on va voir dans l'émission. Corinne Bérec, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du réseau Orpi, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier en France. Ludovic Usieux, bonjour. Bonjour. Vice-président, non, fondateur, cofondateur ou fondateur? Co-fondateur, on a été plusieurs à l'origine d'Artémis Courtage. Artémis Courtage, spécialiste en crédit immobilier. Alors, en guise d'introduction avec vous deux, on va voir peut-être, et avant de rentrer dans le détail des indicateurs, on entend un peu tout et son contraire sur ces marchés de l'immobilier. À la fois, certains parlent de frémissement, d'autres de reprise. On évoque aussi l'attentisme, la transition. Comment vous pourriez qualifier, en ce mois d'avril, l'état des marchés immobiliers? Corinne. Alors, je pense que vous êtes entre les deux, entre le frémissement et l'embellie. On a eu une très très mauvaise année, effectivement, 2023, tant sur le marché de la transaction que celui de la location. On n'a pas eu un très bon début d'année, c'est-à-dire janvier-février, on était encore inquiet avec une baisse de volume. En revanche, le mois de mars a été positif parce qu'on a revu du trafic sur notre site internet orpi.com. Nous avons revu également des clients en agence qui revenaient se renseigner et visiter. On a eu beaucoup plus d'augmentation des estimations, 20% d'estimations, des offres et des compromis. Alors, il est un petit peu tôt pour tirer des bilans parce que... Ça va au-delà de l'intérêt, en tout cas. Voilà, parce qu'en fait, tout prend un peu plus de temps. Et c'est bien, parce que c'est bien que nos vendeurs aient le temps de vendre, que nos acquéreurs aient le temps de visiter et de prendre le temps de se positionner. Et c'est aussi bien pour les agents immobiliers de prendre le temps avec leurs clients et de leur consacrer le temps nécessaire pour une acquisition. Donc pour vous, c'est plutôt l'embellie pour l'instant, qui demande à être confirmée en tout cas. Voilà. Il y a du mouvement, il y a des offres, il y a des compromis. On attend les financements en fait, de tous les compromis qu'on a pu faire. Donc des signes quand même très positif par rapport à la fin de l'année 2023 et de ce début d'année. Très bien, et on le verra d'ailleurs dans vos indicateurs. Ludovic Usieux, alors côté crédit immobilier, intérêt pour les prêts immobiliers, où en est-on? Alors je confirme les propos de madame. L'année 2023 a été une année très difficile. Point de vue crédit immobilier, avec des volumes sur l'année qui ont été en retrait de 35% au global et même un peu plus. Donc une année franchement difficile avec une multitude de barrières à l'entrée, en tout cas à l'accès au crédit, un taux d'usure qui n'est pas mal, une norme HCSF de 35%, des charges sur les revenus qui nous a bloqué aussi une bonne partie de l'année. Et puis effectivement, depuis le début de l'année, embellie est un bien grand mot, mais en tout cas un gros frémissement et des bons frissons. Donc une éclaircie. Une éclaircie, bon. Pour une raison majeure, c'est que tous les établissements bancaires sont revenus à table et prêtent à nouveau. Donc toutes les banques sont prêteuses, toutes, c'est-à-dire les banques régionales, mutualistes, mais aussi les banques nationales qui étaient en retrait au cours de l'année 2023. Toutes les banques à présent sont prêteuses dans des conditions qui s'améliorent un peu, on le verra plus tard, avec des taux de crédit qui commencent à baisser eux aussi. Et le crédit immobilier qui redevient un produit d'appel. Et maintenant, ça y est, toutes les banques, maintenant, en tout cas, sont ouvertes à la discussion, on va dire. Après, je confirme, oui. Bon. Ouais, non, on a recommencé à avoir des petits pots, des apéros, des galettes des rois avec nos amis banquiers. Ça s'était arrêté. Non, c'est un détail, mais c'est un détail qui montre à quel point l'appétit est revenu et à quel point on travaille de concert pour pouvoir prêter de l'argent aux particuliers français qui cherchent un bien immobilier à financer. Oui, le besoin de confiance et en tout cas de cet aspect. Alors Corinne Bérec, on va voir avec vous maintenant. Vous avez tenu une conférence de presse cette semaine sur l'état des marchés immobiliers. Pour Orpi, quels sont en synthèse? Alors tout d'abord au niveau des ventes, au niveau national peut-être, et puis sur l'Île-de-France.
Alors, effectivement, on a eu une très grosse baisse de volume l'année dernière, à peu près 20% de volume en moins. Le début d'année également, on a eu un volume sur le premier trimestre de 20% en moins. Et puis des prix qui continuent à chuter. Un marché inégal par rapport à la France entière, inégal également par rapport à la région parisienne. D'accord, alors on va voir là en détail, on voit notamment, alors au niveau national, là c'est le premier trimestre 2024 par rapport à l'an dernier, donc la même période. On voit évolution du volume des ventes, moins 19% au niveau national, et puis des baisses assez spectaculaires, mis à part certaines régions dans le sud ou typiquement Montpellier. Commentaire. Alors, on avait besoin de cette baisse parce qu'on avait des prix qui étaient quand même très très hauts. Et puis, comme on avait eu des taux de crédit qui sont remontés, là, on ne pouvait plus faire rencontrer nos acquéreurs et nos vendeurs. Donc, on a un réajustement de ce marché. Ce qui est difficile en fait à mesurer, c'est qu'on n'a pas encore les répercussions de ce début d'année, mais on arrive déjà. C'est quelque chose de très très positif. On arrive à faire comprendre à nos vendeurs, parce que nous, notre ambition, c'est de faire rencontrer un acquéreur et un vendeur. Et on arrive à raisonner en fait nos vendeurs. On avait commencé l'année dernière, quand on a vraiment eu un très mauvais début d'année, on a mis en place le pacte anti-inflation, où on a baissé nos honoraires en fait du montant d'évolution. Ça a bien fonctionné. Et là, on met en place une nouvelle opération pour dynamiser ce marché, qui est une garantie en 120 jours pour redynamiser et puis que nos vendeurs nous écoutent et nous fassent confiance dans l'estimation. Au niveau des prix, donc ça baisse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça baisse quasiment partout, mais à des vitesses différentes. Oui, ça baisse beaucoup dans des villes. Si vous prenez des villes comme Bordeaux, Bordeaux avait énormément monté. Donc effectivement, mathématiquement, ça va plus baisser, comme Paris qui avait énormément, qui était largement passé au-dessus de la barre des 10 000 euros du mètre carré. C'est unanime, on le voit côté notaire et côté réseau. Oui. Donc nos vendeurs nous écoutent. Ce qu'il nous faut effectivement, c'est des mesures fortes pour relancer, parce que le marché est encore grippé au niveau de la location. Nous, on compte énormément en fait sur des mesures fortes de le gouvernement qui n'ont pas eu lieu. Parce qu'on a beau mettre en place des opérations et être dynamique, former nos collaborateurs pour loger tout le monde, on a besoin en fait d'une collective, et on arrivera à changer ce marché catastrophique, par exemple pour la location, qu'avec des efforts communs. Comment évoluent les marges de négociation, notamment ? Comment ça se passe? On est autour de 5% à peu près? On a des marges de négociation. Quand nos vendeurs nous écoutent, on en a peu. Quand nos vendeurs restent sur des prix effectivement anciens, là on a plus de marge, mais c'est quand même pas... les acquéreurs qui viennent et puis qui font des offres absolument délirantes, ça ne passe pas. Qu'en est-il des passoires thermiques chez Orpi? Qu'est-ce que vous observez concrètement? Est-ce qu'il y en a plus de ventes, moins? Alors, il y a une baisse de prix forcément sur les passoires thermiques. On avait alloué à peu près à 15% sur... On a un premier signe positif, puisqu'en fait on va changer en fait les règles du DPE, ce qui va faire gagner 140 000 logements, tout marché confondu, vente et location, c'est une première chose, mais c'est pas suffisant. Pour les surfaces de moins de 40 mètres carrés. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier pas, c'est largement pas suffisant. On avait des banques, par exemple, l'année dernière, qui ne prêtaient pas parce qu'elles avaient arrêté de prêter sur les passoires énergétiques, même si nos acquéreurs avaient la possibilité de faire les travaux. Là, il semblerait que ça s'assouplisse, que les banques recommencent à faire leur travail qui est de prêter, donc on est plutôt positif, mais on manque cruellement de logements et il faut absolument que le gouvernement prenne la mesure de la situation catastrophique dans laquelle on est pour pouvoir remettre le maximum de logements sur le marché. Alors ça, on va le voir dans une troisième partie, effectivement, mais peut-être pour terminer sur ce tour d'horizon des indicateurs, quelles sont les perspectives chez Orpi quand vous projetez sur l'évolution des prix? Qu'est-ce que vous attendez, vous, cette année? Je sais que c'est difficile, mais plutôt pas d'effondrement, une baisse de 3-4%? On va continuer peut-être à baisser au niveau des prix. En revanche, on a plus d'acquéreurs, on a un stock qui est plus important. Donc en fait, le vendeur doit écouter l'agent immobilier, le professionnel, pour mettre son bien au prix
parce que comme il y a beaucoup de stocks, l'acquéreur, il va faire la différence et il va prendre celui qui va être le plus près du marché. Bon, on va voir maintenant les conditions d'emprunt avec vous, Ludovic. Déjà, les taux d'intérêt, comment évoluent-ils ? Les taux d'intérêt évoluent plutôt à la baisse, c'est-à-dire qu'on a eu une telle période de hausse avec une telle intensité, une telle violence, comme on peut le voir pendant une année et demie. Ça va même au-delà du graphique à l'écran, ça avait démarré bien avant. Ça a augmenté très fort, très vite. Et puis, il y a une forme de stabilisation depuis le mois de décembre. Et même quelques ajustements à la baisse, ce qui explique que la courbe s'aplanit et puis qu'elle diminue même, enfin en tout cas elle baisse. Donc on est sous la barre des 4% en moyenne à peu près toute durée confondue. Sous la barre des 4% en moyenne toute durée confondue. Pour un bon dossier sur 25 ans, il faut encore un peu batailler et négocier. Mais en tout cas, on a stoppé la hausse très nettement puisqu'on a prêté jusqu'à 4,5, 4,7 sur 25 ans il y a quelques mois. On a stoppé la hausse et puis comme toutes les banques sont à nouveau prêteuses, il y a aussi un phénomène de concurrence qui est un peu plus sympathique pour les emprunteurs, exactement, et ce qui emmène des négos à la baisse et des conditions qui sont plutôt tirées vers le bas. C'est une bonne nouvelle parce que les prix baissent, les prix du mètre carré et baissent, on l'a vu tout à l'heure. Les taux de crédit sont orientés eux aussi à la baisse. Donc nos emprunteurs et nos clients acquéreurs retrouvent un petit peu de pouvoir d'achat, ce qui a manqué aussi, ce qui a grippé aussi une partie du marché en 2023. L'une des grandes questions, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va vraiment se concrétiser, cette baisse des taux d'intérêt, typiquement à la rentrée ou en septembre prochain, selon vous, Ludovic ? Alors, c'est une question difficile, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que certaines banques ont eu un effet de rattrapage sur les taux. Les banques auxquelles je faisais allusion en introduction, celles qui n'étaient plus prêteuses en 2023, ont évidemment retouché leur barème de taux, leur grille de taux est plutôt à la baisse pour se remettre dans des taux de marché qui ressemblent un peu plus aux taux des banques voisines. Certaines ont ajusté en fonction des profils, en fonction de la destination du bien, en fonction de l'apport. Donc tout le monde nous fait parvenir à nouveau des grilles de taux tous les mois ou tous les 15 jours. Et ceux-ci sont plutôt stables ou orientés à la baisse. Néanmoins, il y a un phénomène de rattrapage par rapport aux banques qui n'étaient plus dans le jeu en 2023. Je pense que le mouvement de baisse accélérera et concernera tous les établissements bancaires plutôt dans la deuxième partie de l'année. Une fois que les banques centrales auront pour la première fois annoncé des taux directeurs en baisse, ce qui n'est pas le cas. Elles n'ont plus augmenté depuis quelques mois, mais après une période de hausse ininterrompue pendant quasiment 2 ans, on attend la première baisse qui sonnera probablement le rattrapage aussi sur les taux de crédit immobilier. Donc selon vous, on pourrait être autour de 3,5 peut-être entre septembre et la fin de l'année. C'est un scénario qui est possible. C'est un scénario qui est possible, plausible. La baisse des taux ne va pas être aussi rapide et violente que ce qu'a été la hausse pendant 2 années. On est passé de 1 à 4 très rapidement. De 1 à 4 ouais. En moyenne sur 20 ans, effectivement, et c'était en à peine 2 ans. Donc c'était un scénario sans précédent. Là, je pense qu'on va retourner tranquillement, effectivement, au taux moyen aux alentours de 3,5. Tranquillement, d'ici la fin de l'année, c'est le scénario central et le plus probable. Avec des prix qui sont eux aussi orientés un peu à la baisse. Donc effectivement, ça frémit en ce moment et on sent les premières pointes d'un printemps de l'immobilier qui n'avait pas eu lieu en 2023 et qui semble un peu mieux parti en 2024. Sur l'apport personnel, où en est-on en ce moment ? Parce que là aussi, on entend un peu différents sons sur l'apport personnel. L'apport personnel, c'est finalement la dernière variable d'ajustement, en tout cas la seule poche sur laquelle on a un effet positif quand on peut augmenter son apport personnel, évidemment. Pourquoi ? Parce que les taux ont augmenté, on vient de le dire, sont passés de 1% en moyenne sur 20 ans à 4% en moyenne sur 20 ans en moins de 2 ans. Que les durées d'emprunt sont déjà des durées d'emprunt en moyenne très au-delà de 20 ans. On est aux alentours de 21 ans et demi, 22 ans, selon les régions, et même un peu plus au sein de mon entreprise. Donc, une fois que les durées sont quasiment au maximum, que les taux ont augmenté d'une façon aussi violente, mais que les prix, eux, se sont dépréciés, que
petitement par rapport à la hausse des taux. Eh bien, quand on veut arriver à ses fins et que la transaction est une issue favorable, la seule variable d'ajustement, c'est effectivement, quand on le peut, d'augmenter son apport personnel. On a même un apport personnel au niveau du réseau Artémis Courtage qui est le plus haut historiquement, qu'on a scindé en deux parties, qui est un apport personnel sur Paris-Île-de-France qui est au-delà de 100 000 euros par opération. D'accord. Et qui est un petit peu en retrait, toute région confondue, mais c'est du jamais vu. C'est en fait ce qui a comblé aussi la différence entre la baisse des transactions en 2023 a été plus petite que la baisse des volumes de crédit. Ce qui veut dire que les Français ont plus tapé dans leur épargne personnelle, leur épargne de précaution, celle qu'ils auraient voulu conserver pour faire face à des éventuels coups durs, et qu'ils ont remis un peu la main à la poche pour passer sous ce sacro-saint 35% de charge sur les revenus. Et on arrive en 2024, au moment où on a préparé cette émission, sur des montants d'apport personnel qui sont... je vous le disais, au-delà de 100 000 euros sur les dossiers parisiens et franciliens. C'est quand même conséquent. Alors, mais quand on vous écoute, Ludovic, avec ces baisses de taux d'intérêt à 3,5, une baisse des prix aussi qui va être progressive, on pourrait se dire, bon, on ne va pas se précipiter, on peut peut-être attendre un petit peu. Est-ce que c'est le bon calcul, Corinne ? Non, parce que c'est un projet de vie. Il faut qu'on puisse en fait acheter parce qu'on a un projet de vie, parce qu'on veut déménager, parce qu'on a une famille qui s'agrandit ou une vie qui change. Mais en fait, c'est pas un immobilier spéculatif. On n'achète plus pour spéculer, espérer revendre plus tard. On achète pour un projet de vie. Et puis, si on espère donc là, des taux d'intérêt qui vont baisser peut-être de 0,50, on peut très bien acheter et puis ouvrir la possibilité de renégocier dans quelques mois. Ensuite, donc vous dites, bon, prenez en tout cas en compte évidemment les opportunités, renégocier plus tard. Alors, le gouvernement a annoncé une volonté d'un choc d'offres. Parler de choc d'offres, est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui permettrait, selon vous, à la fois de fluidifier l'activité, de redonner confiance et de relancer justement ces marchés ? On va laisser en place notre nouveau ministre, mais en fait, le constat, c'est qu'on n'a pas eu de politique de logement. Depuis 2 ans, je crois qu'on en est au 4e ministre ou secrétaire d'État au logement, alors que c'est la première dépense des Français. Donc, qui reste entre 3 mois et 1 an maximum, donc ils ne peuvent rien construire. Donc là, espérons que ça puisse redémarrer, parce qu'on a une politique du logement à tous les étages qui est catastrophique, que ce soit sur le marché de la location, de la transaction, dans le parc privé ou dans le parc public. On a un constat, on a des années noires en fait sur 2023. On a quand même 330 000 personnes qui dorment dans la rue. C'est inadmissible. On a 1,2 million 1,2 million personnes qui sont mal logées, c'est-à-dire qui sont trop nombreux dans des logements, ou alors qui n'arrivent pas à payer leur loyer ou leur charge de copropriété. Donc c'est pas possible. Vous allez dire qu'on est loin. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport de l'Abbé Pierre, parce que nous, on est partenaire avec la Fondation Abbé Pierre. C'est catastrophique. Donc, vous allez dire qu'on est peut-être loin, nous, chez Orpi, de ces préoccupations, mais non, parce qu'on a 8000 collaborateurs qui sont des femmes, qui sont des hommes, et puis qui voient, en fait, ces personnes. Donc, il y a plein de choses à faire. Il faut repenser cette politique de logement. Oui, il faut du logement social. Oui, il faut du logement intermédiaire. Mais il faut aussi construire du neuf, parce que si on construit du neuf, on aura des locataires qui seront en place. Je ne sais pas si vous avez essayé de loger des jeunes, des étudiants, c'est quasiment impossible. En fait, c'est très difficile. Le ministre de l'Éducation nous dit l'année dernière, les jeunes peuvent arrêtent leurs études parce qu'il n'y a pas de logement. Donc, aidons à construire. Il faut une politique fiscale importante, impactante, parce qu'on a vu quand il y avait des lois de Robien, Sellier, Pinel, ça reboostait. Et puis arrêtons de stigmatiser aussi les propriétaires, les investisseurs, parce que nous, on a beaucoup de clients chez Orpi qui achètent des appartements parce qu'ils pensent à leur retraite. Il faut un effort tous les mois entre le loyer qu'ils reçoivent et puis leur remboursement. Donc il faut un effort d'épargne pour leur retraite. Donc arrêtons de les stigmatiser et puis de les assommer au niveau des taxes. Ludovic, alors
Concernant le crédit, les principales barrières à l'accès au crédit en 2023, on l'a dit, étaient le taux d'usure. C'est un mauvais souvenir. Voilà, on voit toute l'ineptie et l'incurie de ce taux d'usure, ce qui vient d'être publié au 1er avril. Il est en hausse encore de 10 points de base, 6,39 sur les crédits de 20 ans et plus, alors que je vous le disais tout à l'heure, les taux sont plutôt stagnants ou baissiers depuis un trimestre maintenant. Donc on voit bien le décalage qu'il y a entre les deux. Pour mais vous, peu il faudrait importe, le supprimer. il faudrait le réformer et qu'il soit calculé avec un peu plus d'effet immédiat et pas sur un trimestre glissant représentant le trimestre d'avant sur les négociations. Ça nous fait 6 mois d'écart et c'est beaucoup sur des périodes comme les nôtres. Mais en tout cas, aujourd'hui, il ne nous embête plus. Ce qui est un frein aujourd'hui encore à l'accès au crédit, c'est que le 35% édicté par le HCSF des charges sur les revenus est une norme et que les banques ne peuvent y déroger que dans 20% des cas. Ce qui serait peut-être bien et sympathique pour ce choc de l'offre et relancer le marché immobilier. Le marché de la transaction est accompagné dans l'écrasante majorité des cas d'un crédit immobilier. Ce qui serait peut-être bien, c'est effectivement de pouvoir déroger, soit un petit peu plus que ces 20% de cas de flexibilité offerts aux banques, soit pour dépasser 35% de charges sur les revenus quand le reste à vivre est confortable, soit pour augmenter un petit peu la durée d'emprunt qui est fixée aujourd'hui à 25 ans dans l'ancien, 27 ans dans le neuf au maximum. Sauf qu'en réalité, quand les emprunteurs sont très jeunes, qu'ils empruntent pour un studio, un 2 pièces, qu'on sait par avance qu'en moyenne, cette durée de détention sera aux alentours de 7-8 ans, on pourrait peut-être faire un effort supplémentaire sur la durée d'emprunt. Le capital restendu dans 7 ou 8 ans ne sera pas très différent selon qu'on aura emprunté sur 25 ou 30 ans et ça donnera un coup de pouce aux primo-accédants qui sont quand même les principales victimes entre guillemets de ces barrières à l'accès au crédit et de ce marché qui est stagnant et mou. Ça donnerait un coup de pouce et étendre le prêt à taux zéro, non? Qu'est-ce que vous pensez par rapport au primo-accédant pour le PTZ, non? Moi, Ludovic? Moi, j'y suis évidemment favorable. Toutes les mesures d'aide à l'emprunt et au crédit, on voit ça d'un bon œil. On voit aussi que ça a été vidé de ses principales substances de déclencheurs d'actes ou en tout cas d'accès au crédit, ce PTZ, parce qu'aujourd'hui, il ne concerne plus. Alors on dit qu'il a été étendu et qu'il potentiellement, on a remis dans la boucle plusieurs millions de Français qui pourraient y avoir accès. En réalité, le PTZ aujourd'hui, il est centré vers des emprunteurs qui voudraient acheter du neuf dans des ensembles collectifs. Ouais, voilà. Absolument, la maison individuelle est écartée, il faudrait peut-être remettre la maison, effectivement. C'est-à-dire que le PTZ nouvelle mouture, nouvelle version ne concerne pas les emprunteurs qui voudraient souscrire un crédit immobilier pour une maison individuelle en construction, alors que c'est le rêve de plus de 7 Français sur 10. Pour terminer tous les deux, vos bons conseils pour ceux qui, en cette période, se posent beaucoup de questions. Quels sont vos bons conseils pour acheter vendre ou emprunter, justement? Corinne. De faire confiance aux professionnels qui, eux, ont la clé. On a chez Orpi des collaborateurs qui sont formés, qui peuvent accompagner, parce que notre ambition, c'est de loger tout le monde, de l'étudiant au senior. Donc, faites-nous confiance. Nos collaborateurs, on vient d'être élus marque préférée des Français, meilleur employeur. Donc, faites confiance aux collaborateurs qui sont là pour vous diriger tout au long de votre vie sur votre achat ou votre location. Ludovic, les derniers bons conseils. Moi, je pense que c'est le bon moment pour remettre à jour quand on est dans un parcours d'achat, qu'on avait une volonté d'achat. On l'a dit tout à l'heure, le marché immobilier se divise en 2 catégories. Il y a les transactions et les crédits qu'on fait par contrainte ou par obligation par rapport à une situation de vie, et puis il y a les achats de confort qu'on a envie de faire parce qu'on a envie de déménager, changer d'arrondissement, de ville, s'agrandir sans raison entre guillemets, et je pense que pour ces cas-là, c'est le moment de remettre à jour sa capacité d'emprunt, c'est le moment de retourner voir son courtier pour faire un petit reset par rapport à une période qui a été compliquée, on l'a dit, mais qui est plutôt derrière nous, pour savoir concrètement combien on peut emprunter avec cette petite baisse de taux qui a eu lieu, et puis par rapport à ce mètre carré qui se déprécie aussi et qui est en baisse dans la plupart des villes et des agglomérations françaises. Faut vraiment mettre un frein et stopper entre guillemets l'autocensure sur le crédit. On a tellement entendu, vu, lu
que c'était trop compliqué d'emprunter, qu'il y a eu aussi un phénomène d'autocensure, d'emprunteurs qui se sont dit c'est plus pour moi le crédit, c'est trop compliqué, trop cher, je gagne pas assez. Et ça, il faut le combattre, et il faut retourner faire un calcul d'enveloppe, une simulation sur ses revenus pour savoir précisément combien on peut emprunter et se remettre dans le circuit de la transaction. Optimiste, tous les deux pour terminer, Corinne? Clairement optimiste. Bon, Ludovic également. Ça, 2024 devrait être une meilleure année que 2023. Ce sont des cycles. Hein. Eh bien, oui, c'est marché tous les cyclique. cas, merci à tous les deux pour vos éclairages. Ludovic Usieux d'Artémis Courtage, merci beaucoup. Merci. Corinne Bérec, vice-présidente d'Orpi, merci infiniment. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.